Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de webinaires autour de la transformation des data centers en 3 étapes. Aujourd'hui, nous allons traiter de la partie OpenShift, la plateforme de cloud hybride. Je suis Sébastien Davout, je travaille chez Axience et je serai accompagné aujourd'hui par Rémi Vercher, consultant open source chez Axience autour de l'observabilité et de l'automatisation, ainsi que de Guillaume Estrem, qui est solution architecte chez Red Hat et il travaille autour du portfolio middleware ainsi qu'OpenShift. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons traiter plusieurs points aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons voir quel est notre métier, Axience et Red Hat. Nous verrons ensuite quelques besoins clients autour de la containerisation et quelques réponses à leur apporter. Mais tout d'abord, il faut comprendre notre métier. Notre métier chez Axience, c'est la transformation du data center. Et cela va passer par une massification de la virtualisation. Il faut voir l'hyperviseur, et sur cet hyperviseur, on va rajouter des couches de virtualisation pour le dynamiser, pour l'automatiser. Et donc, on va mettre du SDN, du Software Defined Network, pour piloter la couche réseau. Pareil sur la couche de stockage, avec du SDS, Software Defined Storage. Et également sur la couche applicative, ce que j'entends par couche applicative, la couche de containerisation, mais également de virtualisation lourde, tout ce qui va être le SDA. Et ce qui va permettre d'avoir un SDC, donc un data center qui sera hautement pilotable. Avec ceci, on va placer une couche de supervision qui va nous permettre de nous assurer du bon fonctionnement de l'infrastructure dans son état assez éphémère. Et donc, pour faire la supervision, chez Axience, nous sommes sponsors d'une solution qui s'appelle la gamme Eyes, avec notamment Eyes of Network, un outil de supervision libre de droit. Sur cette infrastructure, nous plaçons un CMP, donc un portail de provisioning et d'orchestration qui va nous permettre donc de faire tous les gestes d'administration, de gestion du data center et provisionner des différentes ressources. Et avec ceci, on va retrouver le catalogue de services qui va permettre à des profils non techniques de pouvoir provisionner des ressources, des machines, des conteneurs, à partir de modèles préexistants et certifiés. Avec ces différents composants, pour les mettre en ordre de marche, on a besoin d'une brique d'automatisation. L'automatisation va nous permettre de gérer le cycle de vie des différents composants dans notre système d'information, nous permettre de déplacer des ressources, faire des gestes d'administration, et ce de façon automatique, afin également d'éviter un mode héros où certains de vos profils internes à l'entreprise sont les seuls maîtres de certaines briques au sein de votre système d'information, mais également de pouvoir déplacer des ressources au travers un autre cloud privé ou un cloud public. Et pour faire fonctionner toutes ces briques, on a bien sûr besoin de l'humain, avec la partie gestion des opérations. Pour y arriver, on a besoin que le data center soit hautement pilotable, et cela va passer par une gestion des API. On va retrouver également du chargeback et du billing qui va être fait par la couche de supervision afin de faire de la facturation à l'usage. Il faut bien voir que vous allez avoir des ressources qui seront sur votre cloud privé, qui sera on-premise, que ce soit des conteneurs, des machines virtuelles. Et ces différentes ressources, vous allez vouloir les déplacer sur un cloud privé, peut-être pour faire votre PRA, votre PCA, mais également sur un site distant qui sera plus petit, pour mettre à proximité de vos utilisateurs des conteneurs ou des machines virtuelles. Également, vous allez vouloir déplacer des ressources qui sont sur votre système on-premise vers du cloud public. Cela va vous permettre notamment de décharger votre infrastructure principale, peut-être pour pallier une augmentation de charge temporaire, mais également ça peut être pour certaines contraintes de sécurité ou certaines contraintes budgétaires. Autour de tout ça, on va aborder aujourd'hui le sujet de la conteneurisation. On a vu dans le slide précédent qu'on pouvait jouer avec de la machine virtuelle. On avait également du conteneur. Et donc, aujourd'hui, sur le sujet d'OpenShift, nous allons traiter de la conteneurisation principalement. Le sujet de la conteneurisation,
est un sujet délicat à aborder pour un public orienté à infrastructure qui n'a pas spécialement l'habitude de traiter ce sujet, vu il est souvent traité par un public assez dev. Et donc, une équipe d'infrastructure au sein d'une entreprise va rencontrer plusieurs questions, plusieurs difficultés. On a souhaité dans ce slide représenter les besoins ou les problématiques que rencontrent nos clients qui sont davantage infra, comme nous on vient de l'infra, on a moins de besoins de dev. Et donc, on les illustre sur 2 axes. Tout d'abord, la complexité et le temps. Un des premiers besoins qu'on a vu arriver, c'est une équipe infrastructure qui va recevoir des images Docker à intégrer en production. Parce que maintenant, les fournisseurs d'applications fournissent leur application sur des formats différents. Avant, une application web, on allait recevoir le site dans une bonne archive et il fallait l'intégrer sur notre bon vieux Apache, Nginx, 2IS ou autre. Maintenant, un site web, il va être packagé, on va avoir un Dockerfile, ou voire un éditeur de logiciel va fournir juste une URL vers un registre d'images Docker et libre maintenant à l'équipe infrastructure d'une entreprise de pouvoir l'intégrer en production avec ses propres contraintes. Et c'est là où on peut avoir certaines problématiques, certaines questions. L'équipe infra va se poser une question comme dans quel environnement je l'intègre? Est-ce que je mets un Docker hôte sur mon infrastructure? Est-ce que j'en mets plusieurs? Comment j'assure la redondance de ma donnée? Est-ce que je mets du Docker Swarm? Comment je fais pour intégrer ces images dans mon contexte de production? C'est une des premières questions qu'on a vu arriver. Ouais, Sébastien, je te le confirme, hein, en effet. On voit des clients qui se posent la question de dire, OK, j'ai mon conteneur, on m'a livré ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je le mets sur une machine, où est-ce que je le mets? Comment je gère le backup? C'est des cas clients qui nous arrivent régulièrement. Ah oui, c'est des cas clients réels et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à comment prendre ces nouveaux besoins, ces nouveaux formats et les intégrer à mon contexte d'entreprise. Un des deuxièmes cas qu'on a vu arriver, c'est il faut s'imaginer une entreprise qui a une équipe d'infrastructure, mais également une équipe de développement. Et l'équipe de développement peut avancer plus vite que l'équipe infra, en tout cas sur son sujet. Et donc, l'équipe de développement va développer de plus en plus leur application dans un format cloud native. Et donc, toute la philosophie va changer. La méthode de livraison va changer. La méthode de conception va changer. Et donc, l'équipe de développement va avoir différents besoins que l'équipe d'infrastructure va devoir mettre à disposition pour répondre aux besoins du développement et favoriser l'innovation. Et donc, certains besoins, ça va être de provisionner une plateforme pour faire l'intégration continue, une plateforme de pré-production, de production ou de qualification et de conception des images de façon automatique. Donc c'est plusieurs nouveaux sujets qui arrivent que les équipes de dev et équipes d'infra rencontrent. Un troisième effet qu'on va rencontrer, donc un peu plus tard, si on a avancé de façon déstructurée, on va se retrouver dans un phénomène où une équipe infra va se retrouver avec plusieurs conteneurs qui seront éparpillés, qui seront exécutés dans différents Docker hôtes, mais pour pallier à des contraintes de sécurité ou autres, l'équipe infra a provisionné des Docker hôtes avec des Docker Engine sur différents segments réseau, sur différents réseaux d'entreprise avec différentes contraintes. Mais on va avoir, comme rien n'est unifié, l'équipe qui va être en charge de l'administration va prendre du temps, va avoir du mal à capitaliser sur tout ce qui a été fait, va avoir du mal à faire l'administration au sens large. Il faut bien voir qu'une équipe d'administration, on va dire traditionnelle, va se charger de l'administration de la couche de virtualisation. Mais par contre, si c'est mal fait, elle va avoir du mal à rentrer dans les machines virtuelles pour faire l'administration des conteneurs. Une équipe d'administration traditionnelle va faire l'administration des machines virtuelles, mais ne va pas rentrer et traiter les conteneurs comme des machines virtuelles au sens d'administration. On va retrouver le sujet. Donc, ça va être difficile de faire le sujet de la supervision, de la sauvegarde, si rien n'est centralisé
et donc on va avoir un manque de gouvernance sur ce sujet. Et le dernier phénomène, en tout cas il y en a plein des phénomènes, mais le quatrième point qu'on a souhaité mettre en lumière, et c'est un point courant, c'est la gestion de la sécurité au sens large. La gestion de la sécurité, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver des entreprises qui vont vouloir garantir l'absence de failles au sein des images Docker qui seront utilisées. Aujourd'hui, un public de développeurs va récupérer sur Docker Hub différentes images qui seront nécessaires à leur création, des images officielles, maintenues peut-être par les éditeurs, maintenues par Docker, et d'autres qui seront communautaires. Mais comment une entreprise peut assurer la sécurité au sein de ces images? Donc ça, c'est un des besoins. Mais la sécurité est plus large. Comment j'assure la redondance de ma donnée, la réplication de ma donnée? Comment j'assure la sauvegarde de ces conteneurs? Parce que le conteneur, on va avoir une couche système, on va avoir une couche applicative, on va avoir une couche de volume persistant. Comment j'assure sa sauvegarde? Comment j'assure la supervision? On n'est plus sur un Nagios qui va vérifier le service ou les journaux. Donc la supervision est également différente et va plus être orientée par la métrologie. Donc c'est plein de sujets que se posent aujourd'hui nos clients qui, je rappelle, sont infrastructures, sont orientés infra et pas dev. Nos clients auraient été dev, on serait sur des questions différentes. Donc pour répondre à ces problématiques, ces besoins clients, aujourd'hui, au travers de notre partenariat fort qu'on a avec Red Hat, donc on pousse différents composants. Tout d'abord sur la partie SDS, Software Defined Storage. Donc nous, on va pousser du Red Hat Ceph pour trois choses. Red Hat Ceph, ça reste un outil qui est performant, qui reste hautement scalable et qui est répliqué. Et donc on va pouvoir dimensionner également facilement. Comme c'est de l'objet, on va pouvoir enrichir la donnée de cette même façon. Sur la couche de conteneurisation, avec la gestion du cycle de vie de l'application, les méthodologies DevOps, l'intégration continue, la création des conteneurs, leur cycle de vie. Donc c'est là où on va pousser du OpenShift. Du OpenShift, que ce soit on-premise, bien sûr, sur son cloud privé, mais également du OpenShift sur l'utilisation en cloud public, vu que les principaux fournisseurs de cloud, trois exemples, GCP, Azure, AWS, vont permettre l'exécution d'OpenShift. Et également, pour assurer toute la couche d'automatisation, on va se reposer sur un Ansible Automation Platform. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous présenter la couche OpenShift. Guillaume va nous présenter la couche OpenShift en prenant quatre grandes fonctionnalités. Quatre grandes fonctionnalités orientées infrastructure pour les besoins aujourd'hui de nos clients. Guillaume, oui. Si je te laisse la main. Oui. Merci Sébastien. Donc effectivement, aujourd'hui OpenShift va permettre de répondre aux différentes problématiques mentionnées par Alexandre, qui sont des problématiques d'infra, mais la plateforme OpenShift peut également répondre à des problématiques de développement. Donc aujourd'hui, la plateforme OpenShift s'appuie sur des technologies open source, comme tout produit Red Hat, et ces trois technologies-là principales qui constituent les trois piliers d'une plateforme de containerisation pour l'entreprise sont aujourd'hui des standards du marché. En effet, aujourd'hui, on a eu l'émergence des technologies de containerisation via Docker qui a largement popularisé la technologie du container Linux pour aujourd'hui en faire un moyen en fait pour les entreprises de pouvoir packager leurs applications différemment et pouvoir venir densifier leurs ressources. Et donc très vite, beaucoup de besoins ont émergé en se disant comment est-ce que je peux passer à l'échelle avec ces containers-là, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon SI actuel. Et donc, il y a beaucoup de projets open source qui ont commencé à proposer leurs idées innovantes autour de cette technologie de container. Et on a eu la bonne surprise, si je puis dire, d'avoir Google qui a open sourcé avec l'aide de Red Hat son orchestrateur de containers, son projet qui s'appelle donc Kubernetes, qui est aujourd'hui
un projet qui a plus de 5 ans dans le monde de l'open source et qui est largement utilisé par les acteurs de la containerisation. Et donc aujourd'hui, Red Hat s'appuie sur Kubernetes pour fournir cet orchestrateur de containers qui va être du coup le moyen de proposer les containers à une population Ops et à une population développeur pour pouvoir favoriser l'adoption de cette nouvelle technologie. Comme on l'a vu, qu'aujourd'hui les containers sont généralement poussés soit par les Ops et par les devs, et personne forcément n'est friand à l'idée de devoir aborder cette nouvelle technologie-là. Donc on a un orchestrateur qui va pouvoir venir faciliter cette première adoption. Et un point important par rapport à Kubernetes, c'est qu'aujourd'hui, Kubernetes, comme les technologies majeures dans le monde open source, elles sont aujourd'hui normalisées, standardisées par des consortiums qui regroupent différents acteurs. Donc là, en l'occurrence, il y a la Cloud Native Computing Foundation, donc la CNCF, qui a été mis en place pour justement apporter un écosystème riche autour de Kubernetes pour pouvoir favoriser le développement d'applications Cloud Native. Et donc aujourd'hui, on a une certification qui s'appelle Kubernetes Certified qui garantit que la distribution Kubernetes qui est proposée par un éditeur est conforme et ainsi les API qui sont propres à Kubernetes vont pouvoir être exploitables par différents tiers. Donc nous, avec OpenShift, on apporte cette première certification-là concernant Kubernetes. Le deuxième point, ça va être tout ce qui tourne autour de la technologie de container en elle-même. Elle va se baser en fait sur deux technologies principales qui vont être le moteur de container, le container engine, qui va être en charge de venir exécuter le container sur un host en particulier, et on va retrouver la deuxième technologie propre au container qui va être l'image de container, qui nous permet de définir de manière simple, qui soit compréhensible par un être humain, la manière dont je vais venir assembler mon application avec ses librairies et ses dépendances. Et donc aujourd'hui, ces deux technologies-là sont standardisées par l'OCI, qui est l'Open Container Initiative, qui, comme la CNCF, a été créée à l'initiative des grands acteurs de l'open source et les technologies informatiques. Et aujourd'hui, Red Hat a fait le choix de pousser CRI-O, qui est du coup le nouveau container engine qui s'appuie directement sur Kubernetes, et bien entendu, le format des images qui vont être supportées par CRI-O sont des images compliant avec l'OCI qui ne font que reprendre au final les specs définis par Docker, étant donné que Docker avait largement contribué à l'essor de la définition des images. Et le dernier pilier de la plateforme de containerisation, c'est bien entendu l'OS qui aujourd'hui est tout simplement le socle de la plateforme qui nous permet de garantir l'exécution des containers, et cela grâce à la distribution Red Hat Enterprise Linux qui aujourd'hui, fort de ses 25 ans d'expertise dans le monde entreprise, fait de Red Hat Enterprise Linux l'OS de choix pour pouvoir garantir la portabilité de votre plateforme, mais aussi la sécurité de l'exécution de ces containers. Donc ainsi, sur ces trois piliers-là, on va pouvoir avoir une base stable pour pouvoir proposer des outils pour les équipes de dev et pour les équipes d'infra. Pour ça qu'on va pouvoir, à la suite de cette slide, de pouvoir aborder la technologie Kubernetes qui est portée qui va être facilitée via l'interface graphique. Donc évidemment, aujourd'hui, OpenShift, c'est une plateforme qui est donc ouverte et adaptée à toute population qui n'ont pas forcément des connaissances approfondies sur les technologies de containerisation, que ce soit sur du Kubernetes ou sur du Docker. Et donc aujourd'hui, Red Hat OpenShift va proposer cette interface graphique-là pour pouvoir permettre le déploiement rapide d'applications à travers différentes stratégies de construction d'images et de déploiement. D'ailleurs, il me semble que Sébastien, tu avais des clients qui étaient justement très alertes sur ce sujet-là, de pouvoir
manipuler ces technologies sans être des experts? Oui, exactement. C'est vrai que j'ai un retour client qui a été étonné. Il avait une URL, en tout cas, il gérait des projets Git avec donc des produits développés dessus, et notamment un qui était, c'était de l'Angular, je crois. Donc, il a juste fait un copier-coller de son repo Git. Et donc, le portail OpenShift a détecté, a proposé en tout cas une image de construction. Donc, il a détecté que c'était un projet de type Angular, a proposé automatiquement une image de construction pour construire le projet Angular, et derrière a construit une image afin d'embarquer son application et de la faire tourner en production. Et ça de façon automatique. C'était vraiment l'effet waouh du client. Mm. C'est vrai que c'était excellent. Effectivement, là, comme l'a illustré Sébastien, avec OpenShift, on va aujourd'hui embarquer toutes les stratégies, toutes les technologies qui nous permettent de pouvoir facilement toucher du doigt cette technologie-là avec le support d'images que Red Hat va supporter pour pouvoir garantir derrière un cycle de vie qui vous permettra de vous concentrer essentiellement sur le développement. Donc voilà, donc ce premier slide du coup illustre la facilité de pouvoir déployer du workload sur la plateforme OpenShift. Et donc une autre technologie majeure dans OpenShift, dans la mesure où aujourd'hui la version 4 d'OpenShift, la dernière version, tire parti d'une technologie qui est issue du rachat de CoreOS, donc qui était pareil un acteur fort dans l'écosystème de containerisation avec son OS qui tourne comme plusieurs composants containerisés en se basant sur le kernel Linux. Ils ont également développé la technologie d'opérateur qui permet en fait de venir définir tout simplement un contrôleur qui va permettre de définir l'état dans lequel on aimerait que les objets Kubernetes se trouvent. Et en fait, cette technologie-là, elle permet aujourd'hui de déployer des solutions complexes sur un environnement OpenShift ou du moins Kubernetes. Et donc aujourd'hui, ces opérateurs-là, on leur propose des outils pour pouvoir les développer pour que derrière, on puisse facilement les customiser et les déployer sur la plateforme. Donc là, sur cette image-là, on observe un certain nombre d'opérateurs qui sont en fait issus de l'opérateur Hub, qui est la marketplace aujourd'hui que Red Hat sponsorise, qui en fait permet d'apporter un premier niveau de certification de l'opérateur pour proposer des opérateurs communautaires et des opérateurs proposés par des entreprises qui nous permettent en fait d'avoir un écosystème stable pour pouvoir démarrer le déploiement d'applications de nouvelle génération. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on va retrouver des opérateurs pour pouvoir déployer un cluster Kafka. Donc tous Oui. les éléments, que ce soit le broker, le Zookeeper, etc., ils vont être aujourd'hui proposés facilement via l'interface OpenShift. Et il me semble que le rôle de cet opérateur-là a beaucoup de sens pour vous, Sébastien, dans la mesure où vous avez des cas d'usage très forts avec. Exactement. On utilise beaucoup d'Elasticsearch sur des besoins soit de CIEM, d'APM ou de Puyglogue. Et donc, dans certains cas, on doit utiliser du Kafka et du Zookeeper pour sécuriser la chaîne d'ingestion. Et donc, on utilise également du MQ Streams qui est présent sur le portail OpenShift, qui nous permet d'administrer le cluster Kafka, mais ce de façon graphique. Alors ça peut sembler bête, hein, mais c'est vraiment utile. C'est simple à faire. On va pouvoir créer des nouveaux topics, gérer les partitions, administrer en tout cas les différents topics Kafka depuis l'interface graphique. On se décharge complètement de la couche Kafka, Zookeeper, tout en CLI. On fait les actes d'administration de façon graphique et donc on se concentre sur la couche haute qui est, nous, dans notre cas, Elasticsearch. Ouais, donc, effectivement, les opérateurs nous permettent d'aller au-delà du simple déploiement de la technologie
en permettant en fait de pouvoir potentiellement embarquer des outils qu'on n'aurait pas la capacité de déployer facilement. Donc au final, ça nous offre d'autres possibilités pour pouvoir au final porter des applications qu'on a l'habitude de déployer sur de la VM et maintenant de pouvoir les retrouver dans l'environnement de containerisation. Donc ça vraiment permet d'apporter des outils pour garantir l'adoption de la plateforme sur la plupart des besoins qu'aujourd'hui rencontre un SI. Ça, on a également, tu me contredis Guillaume, mais on a également un opérateur sur la partie sécurité des images qui va me permettre d'assurer assurer la sécurité au sein des images. Effectivement, donc on a différents opérateurs qui permettent d'assurer ça, notamment Aqua Security qui va proposer son opérateur pour garantir l'exécution des images avec un certain nombre de politiques concernant les droits d'exécution, etc. Mais aussi, on va avoir des opérateurs qui nous permettent de venir introspecter les différents packages qui vont constituer l'image et ainsi pouvoir nous informer sur des patchs disponibles pour que l'image soit beaucoup plus sûre au déploiement. Parfait. D'accord. Et Guillaume, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il est possible de proposer tes propres opérateurs? Donc, ta boîte développe des opérateurs. Est-ce qu'on est en capacité de les mettre sur ton cluster OpenShift? Alors effectivement, on va pouvoir le faire en fait via ce qu'on appelle l'opérateur SDK qui embarque D'accord. aujourd'hui un SDK qui va être porté sur 3 types de technologies, que ce soit avec du Go, avec de l'Ansible ou avec des Helm charts. Donc avec ces 3 technologies-là, du coup, on offre un canevas de développement large. Et ensuite, pour pouvoir proposer ces opérateurs-là au sein de la plateforme, on est libre en fait de venir proposer notre propre catalogue. Là, l'opérateur Hub est fourni par défaut, si je puis dire, avec la plateforme, mais rien ne vous empêche de créer votre propre catalogue et de l'administrer sur la plateforme OpenShift. D'accord. Donc moi j'ai des clients qui utilisent beaucoup des outils d'automatisation, notamment Ansible. Donc ils peuvent faire le pas de déployer des opérateurs avec et donc avoir une plateforme d'automatisation constante avec les bons outils. Exactement. Tous les playbooks Ansible permettent avec l'opérateur SDK de définir tout le squelette qui va permettre à Kubernetes de venir orchestrer les playbooks et ainsi éviter de réécrire toute la logique qu'Ansible avait à charge. Ok. Super. Non, on voit bien au travers tes explications que les opérateurs, c'est vraiment clé parce que c'est vraiment une porte grande ouverte sur plein de fonctionnalités. Donc les opérateurs, c'est quand même vraiment un élément clé et important au sein d'OpenShift. Super. On vous propose d'évoquer une 4e fonctionnalité qui est la virtualisation. Aujourd'hui, donc c'est bien ça Guillaume, c'est dans la dernière version d'OpenShift, mais aujourd'hui encore en tech preview. Oui. On a la possibilité de faire de la virtualisation lourde avec OpenShift. Pour nous, Axians, c'est important, la virtualisation lourde, parce que nos clients, ils ne passeront pas toutes leurs applications en mode cloud native dès le premier jour. Ça ne se fera pas en mode Big Bang. Et donc, il y a quand même de l'existant à supporter. Et donc, soit de l'existant qui ne peut pas être transformé, soit parce qu'on a un besoin temporaire de conserver une virtualisation lourde. Et donc, cette fonctionnalité, on la trouve assez intéressante, tant sur son fonctionnement que sur les possibilités qu'elle offre. Et le dernier point qu'on souhaite évoquer, Guillaume, je te laisse prendre la suite. Oui, effectivement, donc le dernier point concernant la plateforme OpenShift, c'est qu'elle permet en fait de supporter une stratégie hybride cloud dans la mesure où aujourd'hui OpenShift est déployable sur tout type d'infrastructure, que ce soit sur de l'on-prem, sur du bare metal ou de la VM, et auprès des différents cloud providers. Donc ainsi, en ayant cette plateforme-là qui va pouvoir se déployer à l'identique, on va avoir la garantie de l'exécution des workloads qui vont être exécutés dessus. Donc ainsi, pour pouvoir ensuite basculer mes applications d'un environnement A à un environnement B, on va pouvoir s'appuyer sur des technologies
extérieurs à OpenShift, mais qui vont demeurer dans l'écosystème Red Hat. Donc, on va retrouver par exemple la technologie qui permet de faire du multi-cluster management, qui s'appelle Red Hat Advanced Cluster Management, Red Hat ACM, qui nous permet en fait d'avoir une vue unifiée des différents clusters OpenShift qu'on va vouloir gérer et ainsi pouvoir amener de la gouvernance sur les mises à jour de mes clusters et aussi derrière pouvoir piloter le déploiement de mes applications. Ça, bien entendu, on peut également le faire au travers de chaînes d'automatisation, de déploiement et d'intégration continue qui vont tout simplement venir piloter les déploiements entre chaque cluster, donc de manière unitaire. Et ensuite, on a une dernière façon de réaliser ces bascules, c'est avec l'usage de ce qu'on appelle le GitOps, en fait, qui nous permet de représenter l'état de nos clusters au travers d'un Git qui va du coup retrouver l'ensemble des objets Kubernetes de notre cluster. Et ainsi, on va avoir un moyen de pouvoir synchroniser en fait mes différents clusters avec cet outil de GitOps. Donc là, notamment, on peut retrouver Argo CD qui nous permet de faire du GitOps avec l'écosystème Kubernetes. Donc ainsi, au travers de ces 4 fonctionnalités-là, qui ne sont évidemment pas exhaustives par rapport à la richesse de la plateforme, je vais laisser Sébastien conclure avec la manière dont Accence peut vous accompagner pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie hybride cloud avec OpenShift. Merci Guillaume. En effet, chez Axience, on vous accompagne sur ce sujet de 2 façons différentes. Tout d'abord, à la première, on vous propose de construire une infrastructure de type cloud privé, on-premise, chez vous, qui embarque de l'OpenShift et qui vous permet d'assurer l'ensemble du cycle de vie de vos applications. Et la deuxième façon de vous accompagner, c'est de vous proposer un accompagnement de proximité sur le sujet de l'infrastructure, du service et du logiciel. Sur la partie planification, on va retrouver les actes de consulting et de conception de l'infrastructure, où on va vous accompagner sur la transformation de votre data center au sens large, mais également l'étude de vos besoins, les usages et la conception, qu'elle soit de façon matérielle ou logicielle, et on va définir ensemble l'architecture par rapport à vos besoins. Sur la phase d'intégration, on va vous accompagner sur la fourniture de matériel et de logiciels, mais également sur, bien sûr, l'installation, la configuration et le déploiement. Et enfin, on vous accompagne sur la couche service pour vous proposer des offres d'exploitation, de supervision et de support de votre système d'information avec du OpenShift. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder les 2 autres webinaires, l'un sur Ansible, animé par Rémi, et l'autre sur Ceph, avec Dorine et son collègue de Red Hat. Merci à tous de nous avoir suivis lors de ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre par les réseaux sociaux. On a mis les liens des réseaux Twitter, et également par courriel si vous avez certaines questions. On sera un plaisir de vous répondre. Bonne journée à tous et merci. Merci. Bonne journée.